Précédemment, dans Il était une adaptation, Eraser, une puissante démone millénaire, est de retour dans notre monde et compte bien le conquérir. E19, une organisation secrète de lutte contre la criminalité dirigée par un vieil homme nommé Watanabe, s'est reformé pour la combattre. Le super-héros Trackreater ainsi que ses deux assistantes, Ava et Ilmio, comptent aussi arrêter Eraser. Un des membres de l'organisation E19, Victor, a été contacté par Ava. Il existe une potion de paralysie chakra instantanée qui permet de bloquer tous les pouvoirs d'une personne en lui envoyant dessus. Ainsi, nous pourrons vaincre Eraser sans problème. Et où trouve-t-on cette potion? Pas dans notre univers en tout cas, mais il y a un autre univers où nous pouvons la trouver. Et je peux vous accompagner dans cet autre univers. Bonjour, auriez-vous une potion de paralysie de chakra instantanée? Oui, j'en avais, mais on m'a volé tout mon stock. Où le voleur est-il allé? Il m'a dit qu'il devait aller d'urgence là où se trouve la relique perdue de Shazam, ou quelque chose comme ça. Je peux te dire où il est, mais d'abord tu dois me rapporter l'artefact légendaire perdu de Shazam. Est-ce qu'il ressemblait à ce type? Oui, c'est lui. Clark, vous devez le confondre avec quelqu'un. Il n'a pas été éduqué comme ça. Jamais il ne volerait. Et jamais il ne tuerait? Quoi? La ferme des animaux est un roman de George Orwell, un écrivain, essayiste et journaliste britannique, connu également pour avoir écrit 1984, un roman sur un futur dystopique sous une dictature, qui est connu sur Twitter pour avoir prédit le confinement et le port du masque. Si, c'est écrit ici. Mais cessons de parler de choses déprimantes, parlons plutôt de La ferme des animaux, un livre qui raconte à travers une fable l'histoire de l'URSS, de la révolution bolchevique jusqu'à la montée au pouvoir de Staline. Ce livre fut adapté 2 fois en film, un film d'animation en 1954 et un film live-action en 1999. A noter qu'en 2018, Netflix a annoncé une adaptation par Andy Serkis. They've got a whole bunch of movies that are kind of in development, but what actually comes up, but likely to be Animal Farm. I think is probably the next. En 1951, pendant la guerre froide, la CIA et les services secrets britanniques décident d'adapter ce livre en bande dessinée, mais aussi en film d'animation. John Halas et Joy Batchelor réalisent ce film, dont la première sortie se fera à New York le 29 décembre 1954. Il faudra attendre les années 90 pour qu'il sorte en France, car le film était jugé trop anticommuniste. Le film aura pris des libertés, on parle surtout de sa fin où les animaux appellent ceux des fermes voisines pour se rebeller contre les cochons, mais on peut aussi noter pas mal d'autres changements, comme le parti pris de ne faire parler que les cochons, les autres animaux faisant des bruits de bêtes, une partie des personnages est soit mis au rang de figurants soit enlevé, certains passages sont retirés, normal vu la longueur du film, et j'en passe. Et je trouve que c'est un film réussi qui arrive à bien poser son ton et passer ce que faisait passer le bouquin tout en ayant sa propre patte. Mais nous allons plutôt parler de la deuxième adaptation. En juin 1999, sort sur TNT un téléfilm réalisé par John Stephenson. Le film sortit en France 5 ans plus tard avec un doublage français qui compte pas mal des grands noms du doublage. Bon, il y a quelques coquilles. Et tous les humains sont nos ennemis. Comment ça s'est passé, ça? C'est bon, on a le doublage de Karel. Je crois qu'on s'est trompé pour le dernier mot de cette ligne. On lui fait refaire? Ah non, tu sais combien il nous coûte? On va plutôt lui faire doubler ennemi hors contexte, ça va passer. À l'instant où nous cessons d'être utiles, on nous égorge. Oh non. Oh non. Je crois que mon heure est venue. Tu vas mourir. Mince, j'ai oublié de mettre la ponctuation. Mais sinon, le doublage est pas mal. Mention spéciale à Gérard Rinaldi, qui donne à Babillard tout son charisme, voire un petit peu d'aura menaçante à 2-3 moments. Allons, retourne te coucher, mon ami. Nous déménageons seulement le matériel cinématographique de Jones. Mais que vaut le film en lui-même, c'est ce que nous allons voir. Le film commence par la fin. Le ciment empoisonné qui maintenait debout le rêve funeste de Napoléon
se désintégrait sous l'orage. Comme ça a l'air d'être juste une manière facile d'agripper les téléspectateurs en commençant de manière forte, mais j'ai une petite théorie sur la symbolique derrière ça, j'y reviens à la fin. On voit Jessie, une chaîne plus importante que dans le livre, qui commence à nous narrer l'histoire de ce film, et on aurait pu se passer de sa narration car elle participe à un gros problème du film, le manque de subtilité. On revient au début de l'histoire, lorsque la ferme du manoir est gérée par le fermier Jones, un alcoolo qui est dur avec ses animaux. Regarde ce que t'as fait de mon champ, gros balourd! Je m'y connais pas du tout donc je dis peut-être une connerie, mais sachant que c'est un travailleur, même en prenant en compte qu'il soit surmené, c'est possible de faire ça? Comme dit plus tôt, le livre est une fable de l'histoire de l'URSS, donc presque chaque personnage ou groupe de personnages représente un personnage historique, un groupe de personnes ou une classe sociale de l'URSS entre 1917 et grosso modo les années 40. Comme Monsieur Jones qui exploite les animaux de la ferme sur laquelle on va se concentrer, représentant le tsar Nicolas II. Les animaux se réunissent auprès de sages l'ancien. Le cochon le plus sage et respecté de la ferme, enfin respecté, moins sûr, car apparemment, les cochons ont besoin de le présenter aux animaux qu'ils côtoyaient. Le plus sage d'entre nous a maintenant quelques mots à vous dire. Ces mots sont apparus à Sage l'Ancien dans un rêve, et nous devons les écouter. I have a dream, I'm here to tell about a wonderful, fantastic new... Régime. Sage l'Ancien leur dit en gros que leurs conditions de travail et de vie sont difficiles à cause des hommes qui les exploitent, leur prennent la majorité de ce qu'ils produisent et les tuent dès qu'ils ne sont plus utiles. Ah tiens, c'est presque autant un même qu'en VO. Non. Il les invite à se débarrasser de l'homme, ne pas reproduire les vices de celui-ci par la suite et former une société où tous les animaux sont égaux. Bref, comme dans le livre, il initie les idéaux de l'animalisme, représentant les initiateurs des idées communistes telles que Karl Marx. Puis il leur transmet le chant révolutionnaire qu'il a entendu en rêve, suivi dans son chant par les animaux, mais ça attire Monsieur Jones. J'ose me tirer de mon sommeil. T'étais pas en train de baiser, toi? Et en venant, il glisse et tire accidentellement sur Sage l'Ancien, qui meurt en faisant un backflip. Le lendemain, alors que les animaux se préparent à se révolter, Monsieur Jones a le moral à zéro à cause de ses dettes. Si tu t'occupais davantage de la ferme, t'aurais pas de problème d'argent. Il néglige les animaux en allant se bourrer la gueule avec ses fermiers au lieu de nourrir ses bêtes affamées, qui finissent par se servir elles-mêmes pendant que le rat en CGI mal vieilli proteste. Un rat qui remplace la chatte apolitique du livre. Vous permettez? Je suis en train de dîner. C'est à moi ça. On doit tout partager. C'est pas ça l'animalisme. T'es mal à la taille du rat. Jones et ses fermiers attaquent les animaux, mais ceux-ci les chassent et prennent le contrôle de la ferme, guidés par les cochons, dont Boule de Neige, un cochon assez sympathique, intelligent, suivant les idéaux de Sage l'Ancien, et qui se contredit d'une scène à l'autre. Tu sais lire? Pas encore, mais j'apprendrai. Dis donc, si tu sais écrire, tu dois aussi savoir lire. Oui, nous les cochons, nous avons appris à lire et à écrire. Un vrai politicien. Ou alors, vu que les animaux n'ont pas encore commencé à travailler, soit ils ont vachement chômé, soit les cochons ont vite appris à lire et à écrire. Ils visitent ensuite la maison, où ils sont autant captivés par la télé que je le suis par ce manque de subtilité. Avec ça, il reste tranquille. Ça pourrait nous être utile. Animaux, je propose qu'on ne se serve pas de cette maison, mais qu'on la conserve comme musée. Y a-t-il des voix contre? Adopté. Je crois que c'est les pas gentils. Le manque de subtilité se poursuit dans la visite guidée de la maison. Il se vautrait dans le luxe, pendant que nous devions croupir dans des conditions sordides. Un fauteuil en crin de cheval. Il faut que des animaux meurent pour que les humains soient confortablement assis. Oui, on a compris, c'est bon. C'est insupportable. Tu parles des gros plans sur vos gueules ou de ce PowerPoint pour remplacer un zoom? Mes chers compatriotes, approchez. Vous êtes d'accord, il leur parle sans même prendre en compte qu'ils étaient en train de partir presque traumatisés de la maison là. Bon, en même temps, les animaux marchent calmement comme si de rien n'était. Ils pouvaient pas savoir en se fiant à la mise en scène. Boule de Neige a peint sur un mur les 7 commandements de l'animalisme, un règlement reprenant le discours de Sage l'Ancien pour s'assurer qu'il ne se comporte pas comme l'homme, pendant que le cochon Napoléon, qui s'est déjà décoré de rubans portés comme des médailles, met à son service un chien qui accepte comme ça. Les animaux commencent ensuite le travail, sauf les cochons qui supervisent car ils sont plus intelligents. Pendant ce temps, les fermiers voisins s'inquiètent que la rébellion se propage dans les autres fermes, donc décident de les espionner en installant un micro dans le mur de la grange.
Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Si le film s'autocritique... Et le savoir, c'est le pouvoir. Savoir. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'ils volent tout le temps le lait et les pommes. Boule de Neige avoue que les cochons les ont volés, puis le cochon Babillard installe la télévision pour détourner l'attention des animaux, avant de justifier le privilège que se sont accordés les cochons en expliquant que si pas de pommes et de lait, alors pas de cerveau de cochon à plein régime. Donc risque de retour de Monsieur Jones, donc retour de dictature, CQFD. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. J'aime bien le lait et les pommes. Nous tous, on les aime bien. C'est vrai. Pourtant, Napoléon a toujours raison. Napoléon n'a rien dit. Les cochons nous disent toujours ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Nous devons avoir des chefs. Mais s'ils se trompent? Napoléon ne se trompe jamais. Ce brave boxeur. Il croyait totalement en Napoléon. Son seul but était de bien faire. Jessie, t'inquiète, t'as pas besoin de nous expliquer son développement de personnage. On le voit, on l'entend et on le sent nous être martelé. Boule de Neige présente son plan de construction d'un moulin pour réduire le temps de travail nécessaire à l'avenir. Grâce à lui, on aura moins à travailler. Nos efforts doivent tendre à nous alimenter, à nous armer, à protéger nos frontières et à défendre la doctrine de l'animalisme. Non. Pour que l'animalisme puisse prospérer, nous devons convertir tous les animaux de toutes les fermes. Nous devons envoyer nos pigeons répandre le message de la révolution. On parlait pas vraiment de ça en fait. Ah non, c'était juste pour l'évoquer. Maintenant, on revient sur le sujet. Napoléon est contre, mais les animaux sont majoritairement pour. Alors Napoléon puise sur son plan. Espèce de cochon. Boule de neige. Faux raccord. Il a vite levé la tête, le gros porc. Napoléon appelle les chiens qu'il avait enlevés à leur mère Jessie pour les éduquer personnellement, afin qu'ils chassent Boule de Neige et qu'ils puissent prendre le contrôle de la ferme. Les enfants étaient devenus les serviteurs de Napoléon. Oh non, ils sont sortis de notre zone, on peut plus rien faire. Boule de Neige fut banni de la ferme et Napoléon s'empara du pouvoir. Merci Jessie Obvious de nous marteler ce qu'on voit. Il a pris la place de Sage Lancier. Subtilité. Dorénavant, un comité spécial de cochons prendra toutes les décisions concernant la ferme. Donc juste Babillard et toi en gros. Oh, et Napoléon lance le projet du moulin. Mes amis, ils parlent comme nous. Je vois ce qu'ils veulent faire passer. Napoléon se met à diriger les animaux comme le faisait Jones, parlant donc comme les humains qui possèdent les fermes. Mais c'est illustré sans subtilité. S'ils parlent comme nous, ils savent faire du commerce. Et c'est pas la seule fois. Ils se conduisent comme des humains. Les cochons se comportaient de plus en plus comme le fermier Jones. Je ne vois plus la différence entre l'un et l'autre. Merci, Captain Constant. Pilkington vient rendre visite à Napoléon qui le laisse approcher comme ça et l'invite même direct dans la maison. Napoléon, tu te souviens que Pilkington faisait partie de ceux qui ont attaqué la ferme? À ta place, je serais pas tout à fait aussi accueillant, ou du moins je prendrais quelques petites précautions. Et petite différence dans cette adaptation, Pilkington est plus présent et on lui donne le rôle qu'avait Whymper. C'est-à-dire que le commerce entre Napoléon et les humains passe essentiellement par lui et qu'il voit et rapporte au monde extérieur une image mensongère d'une ferme prospère où les animaux ne manquent de rien. J'ai vu certains de ces animaux. Ils n'ont que la peau sur les os. Moi, je les trouve très bien. Oui, mais vous ne voyez pas correctement à cause de votre commerce. Monsieur Frédéric ne joue pas le rôle qu'il avait dans le livre, avec toute la partie où il prétend collaborer avec la ferme pour en réalité la tromper, puis l'attaquer dans une bataille qui sera rude pour les animaux, mais qu'il aura finalement perdu. Mais apparemment, ils ont quand même voulu faire passer ce qu'il représentait dans le livre à travers cette tête d'Adolf Hitler. Dans ma ferme, il n'y a pas d'homme faible. Passage du livre qui représentait le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, puis la déclaration de guerre de l'Allemagne contre la Russie. Les cochons vivaient dans la maison, mais on avait érigé une statue en son honneur, à proximité de la grange. Jessie, je t'assure, mes yeux vont bien. Napoléon déterre le crâne de Sage l'Ancien, ce qui est une insulte à sa mémoire qui n'est pas loin de celui des NFT Karl Marx. Jessie informe à quelques animaux qu'elle a vu les cochons dormir dans un lit, ce que proscrit le 4e commandement, mais Babillard vient mettre les points sous les i et faire croire que cette lettre a toujours été écrite ainsi. Il justifie que les cochons ont besoin de dormir dans un lit pour plus de confort afin de mieux accomplir leurs tâches plus importantes, en plus d'avoir modifié en douce le 4e commandement plus tôt. Ah mais il a raison, le 4e commandement a toujours proscrit uniquement les lits avec des draps. Non, c'est Babillard qui a fait la modification, et Boule de Neige a bien dit des lits tout court. Continue un peu la
scène. Pourra boire de l'alcool. Ah oui, Babillard n'a pas menti, en effet. Au passage, Babillard est la représentation de la propagande à travers ce beau parleur qui justifie les décisions des cochons, manipule les autres animaux et modifie en douce les 7 commandements au fur et à mesure que les cochons transgressent les règles initiales, en faisant croire aux animaux que leur mémoire fait défaut. Ce qui marche surtout avec les moutons, je vous laisse deviner quelle partie de la population ils représentent, mais aussi Boxer. Napoléon a toujours raison. Exactement. D'ailleurs, parlons-en, Boxer est, quant à lui, un cheval productif et dévoué ne remettant pas en cause les ordres, incarnant le modèle du stakhanovisme. Jones finit par détruire le moulin, en ne pensant pas éloigner sa voiture avant. Notre moulin a été détruit. Notre morale était au plus bas. Et on ne montre pas de réaction particulièrement horrifiée des animaux. Napoléon met ça sur le dos du bouc émissaire. Do you know who has stolen the truck and blown up our windmill? Snowball! Au passage, Boule de Neige est une représentation de Trotsky, un principal acteur de la Révolution d'Octobre et principal opposant de Staline, qui finit par être chassé par ce dernier et être utilisé comme bouc émissaire. Et je pense que vous l'avez compris, Napoléon représente le dictateur de l'URSS, Joseph Staline. Le chant révolutionnaire est interdit, interdiction qui est balancée comme ça, de manière random, ce qui est dommage vu la signification de ce chant, non pas juste au sein du livre, mais aussi de ce film. Le livre avait mieux exploité l'interdiction du chant en s'en servant pour appuyer la mise à l'oubli progressive des idéaux pour lesquels le peuple s'était battu à la base. Ça se passait comme ça. À un moment, qui lui apparaîtra plus tard dans le film, Napoléon a condamné à mort des animaux opposés à lui en leur portant de fausses accusations, ce qui représente les procès de Moscou entre 1936 et 1938. Après ces événements, des animaux exprimaient leurs sentiments d'injustice et déception en chantant le chant révolutionnaire. Mais Babillard venait pour leur dire « Stop, c'est interdit, plus besoin de chanter pour une société nouvelle et plus juste puisqu'elle existe. » Là, on retrouve juste cette dernière idée de Babillard venant justifier l'interdiction du chant, mais l'importance de celui-ci pour les animaux n'est pas aussi appuyée qu'elle l'aurait mérité. Puis on chante la première chanson de propagande qui la remplace. Glorieux, fort et triomphant, toi le héros le plus grand, impérial, protège-nous du mal des pieds de porc qui devront notre idéal. Les chansons dans ce film parviennent à poser leurs ambiances. C'était le cas avec le chant révolutionnaire, les 2 fois où elle apparaissait, qui appuyait bien les moments d'unité et d'espoir des animaux. Après, je ne nie pas la simplicité des paroles. Et c'est moins le cas avec celle-ci, j'ai l'impression. Je comprends ce qu'il voulait faire avec ces paroles glorifiant un Napoléon envers qui il devrait être reconnaissant, alors qu'on montre dans un montage les difficiles conditions de vie des animaux, mais c'est moi qui en demande trop ou le visuel manque d'intensité? Après, j'aime bien l'air de la chanson, que le film a repris d'une chanson d'un film soviétique. Napoléon annonce aux poules qu'il va vendre leurs œufs, puis prive de nourriture celles-ci quand elles s'insurgent d'être exploitées ainsi. Nous casserons nos œufs plutôt que de vous les donner. Les poules sacrifièrent leurs œufs. Quelle terrible absurdité. Qu'est-ce que nous avons fait? On l'avait compris, oui. Puis, idée du film, Babillard fait installer dans la grange un vidéoprojecteur par lequel il communiquera dorénavant, cessant le contact physique entre les animaux et les cochons, et illustrant d'autant plus la coupure entre eux. Boxer finit par être gravement blessé au travail. Dites après moi, je crois au sucre candy qui pousse sur les arbres, je crois à la vie éternelle dans le... Et le corbeau représente la religion, selon Marx l'opium du peuple, qui empêche les hommes de se révolter. Chose qui est passée très directement dans ce film, entre cette petite prière et cet échange. Tu ne tueras point. Il s'est mis à frapper Boxer. Aucun animal ne doit jamais attaquer un humain. Aucun humain ne doit jamais attaquer un animal. Et sinon, la séquence de la fin de Boxer est dramatique et plutôt réussie. Je saurais profiter de ma retraite méritée. S'il y a un animal qui mérite de se reposer, c'est bien toi. Babillard promet que Boxer va être emmené à l'hôpital, mais celui-ci est en réalité emmené à l'équarrisseur sous le regard impuissant de Jessie. Cette scène retransmet plutôt bien l'injustice de la situation et des dirigeants de la ferme qui, exactement comme les humains, peuvent laisser crever les animaux une fois qu'ils ne sont plus utiles au fonctionnement de la ferme. Par contre, dommage que Benjamin ne se bouge pas trop pour aider son poteau, et qu'on rende un peu trop caricatural Napoléon dans la scène suivante. Very profitable afternoon. Your share. Buy whiskey with it. It's expensive. Use all the money.
Certainly, my friend. I like whiskey. Cet antagoniste est tellement pas crédible dans ce film. Et ce qui suit, c'est pas tellement qu'il change le livre, mais plus qu'il le poursuit. Là où le livre se terminait sur une bad ending, se terminant quand les cochons exploitent la ferme exactement comme le faisaient les humains, ce film poursuit jusqu'à après la chute du régime pour finir sur une note d'espoir. Jessie, Benjamin et la chèvre décident de quitter la ferme tant qu'ils le peuvent, en emmenant autant d'animaux que possible. Et les dernières images qu'on voit de cette ferme sous Napoléon sont un chant de propagande qui est fun et doit être la partie la mieux mise en scène du film. Elle commence avec une oie chantant sur un air entraînant à la gloire de Napoléon, devant le mur des commandements qui est déjà bien bafoué et maintenant à moitié caché. Des zooms avec la descente des drapeaux, puis l'oie est rejointe dans son chant, d'abord par d'autres oies en chœur, puis par des moutons faisant comme une marche militaire. La caméra monte vers Napoléon, révélant qu'il se tient sur deux pattes, puis qu'il porte des vêtements, puis qu'il s'est mis des décorations militaires, puis que les cochons dans ce film peuvent toujours être plus perturbants. On montre un instant la salle où cette vidéo a été projetée, qui est à présent déserte, et enfin on dézoome sur la ferme, avec les oies et moutons répétant en boucle. Je décrète que cette ferme se consacrera désormais à la fabrication d'armes, à la construction de murs. On passe après la chute de Napoléon. Nous attendions que l'avidité et la cruauté de Napoléon finissent par saigner à blanc la ferme. Jessie retrouve des chiens qui reviennent vers leur mère, un peu rapidement. La vie continue, puis de nouveaux humains arrivent reprendre la ferme, et Jessie espère que les animaux feront à l'avenir attention à ne pas retomber sous une nouvelle dictature. Nous ne les laisserons pas commettre les mêmes erreurs. Nous reconstruirons la ferme. Et désormais, enfin, nous serons libres. Alors cette fin est intéressante parce que l'équipe derrière le film et le contexte dans lequel a été fait l'adaptation peut avoir un impact sur celle-ci. Ne me vole pas mon travail. La ferme Captain Obvious. Et avec la ferme des animaux, la fin du film est à chaque fois l'exemple le plus flagrant. C'était le cas avec la première adaptation, se terminant sur la révolte de la ferme des animaux, aidée par les animaux des fermes autour, contre Napoléon et les cochons. En gardant en tête que c'était financé par la CIA dans le contexte de la guerre froide, vous comprendrez où ce film veut en venir. Et c'est le cas avec ce film, dont l'un des producteurs exécutifs est Robert Almy, qui vivait en Hongrie lorsque celle-ci était sous le règne de l'URSS. Même s'il dit dans les bonus du DVD que Jessie était un peu la voix qui lui disait de fuir la Hongrie, j'ai la théorie que Jessie le représente aussi lui. Le film commence après la chute de l'URSS, et le film a été fait dans les années 90, montrant Jessie nous raconter l'histoire qu'elle a vécue. Un peu comme lui qui a lancé le projet de l'adaptation pour nous raconter ce livre qui lui-même représente quelque chose qu'il a un peu vécu. Aussi, comme Almy avec la Hongrie, Jessie finit par fuir la ferme et souhaite que les animaux continueront de se battre pour leur liberté. Un souhait s'adressant également aux téléspectateurs. In America, we are very fortunate. We've been shielded so far from all this kind of a terror. But seemingly, we witness it, and then again it happens, and we witness it, and again it happens, and do nothing about it. Something has to happen, and Orwell will be there all the time reminding us. Et sinon, ce film est pas mal, mais sans plus. Le film passe globalement le fond du livre, en apportant quelques petites idées dans le scénario et, à quelques moments, appuyant correctement les événements. Mais d'autres éléments du film ne sont pas appuyés avec l'efficacité qu'ils auraient mérité, et, surtout, le film a un gros problème de subtilité, notamment avec la narratrice qui parle beaucoup trop, faisant de l'audio-description et martelant les événements et messages. Lisez attentivement entre les lignes. Messages. Et là aussi ce n'est qu'une théorie personnelle, mais cela peut s'expliquer, sans s'excuser, par le fait que, pour Robert Almy, ce livre et ce qu'il renvoyait étaient très importants pour lui, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi ces messages sont aussi explicites dans le film, pour que les téléspectateurs les comprennent plus aisément et que le message passe. Mais encore une fois, je ne prétends pas que c'est ce qui s'est passé, ce n'est qu'une théorie. Film théorie! Mais je te permets pas, puriste. Je suis d'accord avec le fait que t'es pas drôle, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Alors c'est qui? Bah voilà, à force de ramener dans ma télé d'autres intelligences artificielles comme toi, fallait que ça arrive. Esther n'était pas une IA. Elle était quoi alors? Eh bien, comment dire, tu as vu Code Lyoko? Bonjour, monsieur. Bonjour YouTube, veuillez supprimer cette vidéo, je vous prie. Et dites à votre patron que je suis déçu qu'il les ait laissés. Comment ça, vous pouvez pas les supprimer? Alors coupez les serveurs de YouTube, je sais pas, mais...
Allô? 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 On ne devrait plus être très loin du temple de Soch. Shosham. Oui, peu importe. Et donc de... Clark. Clark, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire de vol, de meurtre et de... Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, nous avons besoin d'une potion de paralysie instantanée de chakra pour vaincre les Razors. Oh, bien sûr. Prenez-la une fois que je serai sorti de votre champ de vision. Si vous la prenez avant, la tourelle vous tirera dessus. C'est bon, Clark, on ne te voit plus, pas besoin de nous tirer dessus. On a encore changé d'apparence? Rapporte ça à l'organisation E19. Dis-leur que j'ai quelque chose d'important à faire. Parce que perdre du temps à essayer de ramener dans le droit chemin Clark est plus important que d'arrêter Eraser. Pour moi, c'est important. Et pour les 7 milliards d'autres personnes, ne perds pas ton temps avec lui, on n'a pas besoin de ce bon à rien. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de moi. S'il continue sur cette voie, alors moi aussi je suis inutile. Stupide égoïste. Ton sourire éclaire notre combat. Apprends-nous à être comme toi. Napoléon, notre guide. Puissant guide qui veille sur nous. Qui veille sur nous. Napoléon, notre guide.